Gilles Bareil, c'est donc vous qui allez commencer. Oui, il en faut un. Donc vous êtes entré au CNRS en 1991 en tant que chargé de recherche à l'Université de Bordeaux jusqu'en 1999. Donc vous étudiez les traceurs géochimiques dans les archives sédimentaires pour reconstituer les paléo-environnements glaciaires de l'océan austral. Depuis, vous êtes chargé de recherche dans l'unité mixte de recherche IPREM à Pau sur l'écodynamique des éléments traces aux interfaces des milieux aquatiques. Donc plus en rapport avec ce dont vous allez nous parler aujourd'hui, vous êtes spécialisé depuis 2006 dans l'étude de la microchimie des otolithes des poissons, et je dois dire que grâce à vous, j'ai découvert que l'otolithe était un biominéral de l'oreille interne du poisson, qui avait pour caractéristique d'être constitué d'un dépôt qui pouvait accumuler certains éléments chimiques en relation avec le milieu de vie, qui permettait ensuite de faire tout un tas d'études, d'identification, de tracés que vous allez nous détailler. Et bonjour à tout le monde. Donc, je vais vous parler de la microchimie des otolithes sur les aloses. Alors, ce n'est pas les aloses de chez vous, hein, ça sera les aloses de l'Atlantique, en particulier du golfe de Gascogne. Donc, je vous ai fait le contexte. On l'a vu tout à l'heure, hein, il y a un effondrement des populations de migrateurs un peu partout. Et la Lose n'y a pas échappé côté Atlantique non plus, puisque dans la Garonne-Gironde, on a eu un effondrement important dans les années 2000 de la population. Donc suite à ça, il y a eu des programmes de conservation et de restauration qui ont été mis en place avec des actions pour améliorer l'habitat, améliorer la libre circulation, etc. Donc il y avait une nécessité d'évaluer en fait certaines actions, et en particulier d'évaluer l'évolution des stocks de migrateurs. Donc c'est un besoin de connaissance. On a vu ce matin qu'il y avait beaucoup de choses de faites. Et il y a quelque chose qui manquait beaucoup, c'était d'accéder à l'origine natale des poissons. C'est-à-dire que les poissons, en particulier migrateurs qui vont revenir dans un bassin, ça serait bien de savoir où ils sont nés, de quelle rivière ils reviennent. Et donc il y a un outil qui a été développé depuis quelques années. C'est la microchimie des otolithes, et je vais vous présenter un petit peu ses limites, à quoi ça peut servir. Donc l'otolithe, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est une concrétion minérale en carbonate de calcium. Elle est contenue, alors je n'ai pas de pointeur, mais vous voyez, c'est le petit schéma rouge là, derrière le cerveau du poisson, donc dans l'oreille interne. Donc elle est contenue à cet endroit-là. Elle a trois caractéristiques qui sont vraiment intéressantes. Vous avez vu le schéma du milieu. En fait, il y a une croissance en continu tout au long de la vie du poisson, avec des stries journalières. Ça veut dire qu'on a accès à une dimension temporelle de toute la vie du poisson. Deuxième caractéristique, et qui est importante en particulier pour moi, qui suis dans un labo de chimie, c'est qu'elle incorpore des éléments chimiques dans ses couches journalières. Et donc, en particulier, certains de ces éléments sont en rapport direct avec le milieu de vie du poisson. Donc, on peut espérer reconstituer des habitats occupés par le poisson à différents moments de sa vie. Et enfin, la troisième caractéristique, et qui est très importante, c'est qu'une fois déposés, ces éléments, ils sont stables dans l'otolithe. Donc l'otolithe est chimiquement inerte, ce qui n'est pas le cas des écailles, ce qui n'est pas le cas des vertèbres et d'autres structures biominérales. Donc qu'est-ce qu'on a fait? Nous, on est capable d'aller avec un faisceau laser, aller échantillonner sur un otolithe des parties très précises en fait, de l'histoire de vie du poisson. Sur la Lose, on a eu deux stratégies. La première, vous voyez le schéma qui est un petit peu au milieu, on voit deux demi-couronnes. En fait, c'est une ablation flash. On a fait des demi-couronnes pour aller chercher une signature grosso modo du premier mois de vie de la Lose. Donc on cherchait à savoir où elle était née, à quel endroit, dans quelle rivière, pour avoir son origine natale. Deuxième approche qu'on peut faire, c'est faire des transects, où là on va regarder toute la vie du poisson. Donc vous voyez ici en bleu, donc vertical en bleu, on a fait un transect depuis le centre de l'otolithe qui est la naissance du poisson jusqu'à la zone marine, à son passage en mer. Et donc là on va pouvoir reconstituer ce qui s'est passé depuis l'éclosion jusqu'à son passage dans un estuaire ou au niveau de l'océan. Donc c'est ce qu'on a fait. Et on a recherché surtout à identifier des marqueurs qui pouvaient être en relation directe avec l'habitat. Alors parmi les différents traceurs qu'on a pu observer, pas que sur la Lose, mais sur le saumon aussi, sur d'autres poissons,
il y a le rapport du strontium-calcium, le barium-calcium, l'isotopie du strontium. Je ne rentrerai pas dans les détails, parce que là, on va rentrer dans le détail de la chimie. Et donc, ces 4 éléments là, que vous voyez, avec ça, on est capable de discriminer une origine natale ou différents habitats qu'a occupé le poisson. Ceci dit, ça marche uniquement si vos habitats sont discriminés chimiquement, c'est-à-dire si l'eau, la composition chimique de l'eau est différente entre les différents habitats que va occuper le poisson. Si c'est tout uniforme partout, ben ça ne marchera pas. Donc qu'est-ce qu'on a fait sur la Loze? Alors c'est un projet qui regroupe plusieurs instituts, l'IRSTEA, le Muséum d'histoire naturelle, donc c'est des résultats. Il y a une collecte d'échantillons de tout le golfe de Gascogne jusqu'au Portugal. Donc vous voyez différentes rivières, je ne vais pas toutes les citer, ça s'en va de la Vire jusqu'au Mondeo au Portugal, en passant par des rivières bretonnes, la Garonne, la Dordogne, le bassin de l'Adour que vous voyez en bas, là, en encadré. Alors je vous le précise parce que sur la fin, je vous montrerai des résultats de transects sur ce secteur-là. Donc qu'est-ce qu'on a fait? On a utilisé marqueurs d'habitat. Ça a servi à alimenter, alors dans l'otolite, dans des juvéniles. Alors c'est très difficile de trouver des juvéniles, donc on n'en a pas trouvé dans toutes les rivières. Donc en fait, on a combiné de l'eau, des signatures dans des juvéniles, donc des allosaures, et des adultes. Et il y a un modèle qui a été construit par l'IRSTEA à Bordeaux, un modèle bayésien. Et à partir de ce modèle bayésien, on a essayé de reconstituer en fait les rivières d'origine d'adultes récupérés dans chacun des bassins, chacune des rivières que je vous ai montrées précédemment. Alors, ce tableau qui est peut-être un petit peu difficile à lire, ce qu'on peut voir, c'est les rivières que vous voyez sur l'axe horizontal, c'est les rivières de capture des aloses. Les rivières que vous avez qui sont tordues sur l'axe vertical, c'est les rivières d'attribution de l'origine natale. Donc vous avez des ronds rouges et des ronds bleus. Quand vous avez des ronds bleus, c'est que la méthode elle n'est pas parfaite et que on peut avoir des confusions. Je vous vois ici un exemple entre la Vire et le Blavet, entre la Loire et l'Aveyron, entre la Charente et le Saison, qui sont des rivières qui ne sont pas du tout dans les mêmes bassins. Donc vous voyez, on peut avoir entre la Garonne et l'Adour, on peut avoir parfois, le modèle il ne marche pas très bien. Par contre, quand vous avez des ronds rouges, c'est qu'on a une discrimination qui est parfaite et en général, on sait qu'on peut les discriminer pratiquement à 99%. Donc ce modèle, il a été utilisé sur des aloses, des grandes aloses, donc alosa, en particulier sur toutes les rivières que vous voyez là. Et donc ce tableau-là, qui est un peu barbare, en fait, si on le lit en diagonale, si le monde était parfait, si toutes les aloses revenaient dans leur bassin et qu'il n'y avait que du homing, pas d'errance et tout ça, on devrait avoir 100% sur toute la diagonale. Vous voyez que ce n'est pas tout à fait le cas. Ça veut dire que dans certains cas, quand on est sûr de la discrimination, il y a des échanges entre bassins ou entre rivières proches. C'est plutôt entre bassins proches ou rivières proches. Mais parfois aussi, ça ne marche pas. Vous voyez les encadrés en rouge, par exemple, dans le cas de la Gironde, avec l'Adour, par exemple. C'est-à-dire qu'il y a 11 aloses de la Gironde qui ont été attribuées à l'Adour. Mais si on reva sur notre modèle, on sait qu'on a des risques de confusion. Donc ça ne veut pas dire que c'est la réalité à 100%. Donc c'est un peu la limite de l'approche. On n'est jamais à 100% de réussite sur l'outil. Mais malgré tout, on arrive quand même à discriminer une grande partie des rivières. Donc qu'est-ce qu'on a fait après? On a regardé, en fait, on disposait d'autolites qui avaient été collectés par Taverny dans les années 1990, je crois que 2000, dans les années 2000. Et en fait, c'était avant le crash, avant l'effondrement total de la population de la Gironde. Donc, en fait, elles ont été capturées en mer. Donc, on voulait savoir qu'est-ce qui se passait en mer. Est-ce que les aloses restent à proximité de l'embouchure? Est-ce qu'elles dispersent très loin? Est-ce qu'elles vont aller loin? Est-ce qu'on a un mélange finalement de tous les bassins? Est-ce qu'on a une zonation en fait des origines natales et tout ça? Donc on a fait tourner le modèle. Et alors on a fait le choix de ne prendre que 2 grandes zones, les rivières du sud Gascogne. Pourquoi? Parce que en fait les confusions qu'on avait, c'était essentiellement entre ces rivières du sud, parce qu'elles sont toutes dans des bassins sédimentaires, donc avec des signatures qui se rapprochent. Par contre, toutes les rivières du nord Gascogne, donc la Bretagne, pour simplifier,
On a des substrats géologiques qui sont très différents du sud. C'est plutôt cristallin. Et donc là, on a des signatures complètement différentes. Ça veut dire que nous, là, quand on distingue les deux entités, on est sûr à 100% qu'on discrimine ces deux entités. Donc, qu'est-ce qu'on a obtenu comme résultat? Vous voyez les couleurs, hein, les rivières du sud Gascogne en jaune un peu, et en vert, vous avez le nord Gascogne. Qu'est-ce que ça donne? Eh bien, sur toutes les aloses qui ont été analysées, il y en a eu plus de 200 qui ont été analysées, de grandes aloses. On a fait aussi des feintes. Eh bien, 100% des aloses qui ont été capturées, y compris jusqu'au sud du Finistère, proviennent du sud. 0 aloses n'ont été attribuées aux rivières Nord-Gascogne. Alors, ça peut s'expliquer parce qu'à l'époque, dans les années 2000, la population majoritaire, c'était la Gironde. Il y en avait un peu dans l'Adour, il y en avait un peu dans la Loire, mais la Loire s'était déjà effondrée, et dans les rivières bretonnes, il n'y avait pas des populations exceptionnelles. Malgré tout, on voit que ce qui se passe, c'est qu'elles dispersent relativement loin. C'est-à-dire que les aloses des rivières sud Gascogne, elles sont quand même remontées jusqu'au sud Finistère. Donc ça veut dire qu'elles ont la possibilité d'aller quand même relativement loin. Ça peut expliquer aussi qu'on voit de l'errance, parce que ce qu'on a fait, c'est qu'on a vu quand même qu'il y avait de l'errance entre bassins, relativement proches souvent. C'est ce qui explique qu'il n'y a pas de structuration génétique au niveau de la Lose, au niveau du golfe de Gascogne. C'est que ça veut dire qu'il y a quelques individus qui dispersent, qui s'en vont dans les autres bassins et qui participent à la reproduction. Ça va faire en sorte... Et vous n'avez pas besoin d'avoir des milliers d'individus pour que la structuration génétique soit mauvaise. Donc ça peut expliquer les choses. Ça veut dire que celles du sud Gascogne, elles sont peut-être remontées dans les rivières bretonnes, etc. Elles ont peut-être participé au repeuplement d'ailleurs des rivières bretonnes. Donc ça, c'était un résultat qui était intéressant. Alors, on a regardé, là, ce que je vous ai montré, c'est on a regardé vraiment à grande échelle, le golfe de Gascogne. Maintenant, on va focaliser à l'intérieur d'un bassin. L'idée, c'est de se dire, par exemple, l'Adour, on a 4 ou 5 affluents dans lesquels remonte de la Lose. Donc, ce qu'on vous cherchez à voir, c'est est-ce qu'on est capable d'aller différencier les origines natales à l'intérieur d'un bassin. Donc, je vais vous montrer que ce n'est pas facile, mais on arrive à faire des choses. Donc, en fait, on a fait l'hypothèse qu'il y avait un fort taux de homing sur le bassin de l'Adour, ce qui est le cas. Il y a peut-être quelques poissons errants, mais ce n'est pas une grosse majorité. Donc, en fait, on a couplé deux choses. Je vous ai parlé de demi-couronne. On a donc couplé l'origine natale du premier mois à la demi-couronne, et on a regardé aussi les transects. Et je vais vous expliquer pourquoi. Alors, voilà un petit peu l'échantillonnage qu'on a fait. Donc, sur le bassin de l'Adour, vous voyez, il y a l'affluent Adour. Tout à fait en haut, il y a le Gave de Pau, il y a le Gave d'Oloron, le Saison, il y a les Nives. Et un peu plus loin, ce n'est pas le même bassin, il y a la Nivelle. Donc on a récupéré des aloses, des grandes aloses. On n'a pas eu d'alozon, on n'a pas réussi à récupérer d'alozon. Je crois qu'on n'est pas les seuls, malheureusement. On a récupéré des aloses sur le Saison. On a récupéré un gros stock d'aloses pêchés il y a une pêcherie professionnelle sur l'Adour. Donc on a acheté des poissons. On a récupéré des têtes d'aloses. Et donc on a essayé de reconstituer la signature natale. Donc voilà, et alors, comme on n'avait pas d'alozon, on a essayé de coupler la chimie de l'eau avec la chimie des aloses. Donc vous voyez, à gauche, c'est l'eau. On a fait un échantillonnage assez important sur tout le bassin, y compris amont, aval. Et vous voyez qu'on a grosso modo 3-4 entités. Donc une entité très en haut à gauche, c'est Adour plus Gave de Pau. Une deuxième entité en vert, c'est le Gave d'Oloron, et en dessous, vous avez la Nive plus le Saison. Et quand on regarde les grandes aloses, vous voyez qu'on a un peu le même schéma. On voit qu'on a grosso modo 3 patates. Donc on a voulu chercher à voir si une analyse statistique nous donnait le même résultat. Donc analyse discriminante, donc avec les 4 indicateurs, et on obtient 3 clusters. Le cluster en rouge, il est plutôt du côté forte isotopie, fort baryum. Ça colle avec le Gave de Pau et l'Adour. Le cluster 3 sur le Gave d'Oloron colle assez avec ce qu'on a en chimie dans le Gave d'Oloron. Et le troisième avec le Saison, plus un petit peu d'aval d'Oloron et les Nives. Donc, à ce stade, avec la demi-couronne, on n'était pas capable d'aller plus loin. Ce qui est embêtant dans ce cas-là, c'est que historiquement, les aloses étaient pêchées beaucoup dans l'Adour. Le stock historique de l'Adour, c'était du bassin de l'Adour, c'était l'Adour. Or là, on se retrouve avec le cluster 1, on a mélangé du Gave de Pau avec de l'Adour. Donc pour déterminer réellement la contribution de l'Adour, c'est un peu embêtant.
C'est là où on est parti un petit peu plus loin, on s'est dit, alors voilà un petit peu ce que ça donne, hein. 25% du cluster 1, ça veut dire Adour. Bon, vous voyez, même s'il y a un peu de gaffe de peau au milieu, si l'Adour n'est que de 25%, c'est plus le stock historique. On est plutôt sur du gaffe d'Oloron saison avec 44%. Plus, alors il y a les nives qui viennent perturber, mais les 31%, c'est certainement beaucoup du saison et de l'Oloron, parce que la population dans les nives, au niveau des pièges, ils en voient passer pas tant que ça. Alors que sur le saison et le gaffe d'Oloron, on arrive à avoir beaucoup plus d'alose. Donc on a essayé d'aller un petit peu plus loin en travaillant sur les profils, en particulier sur les 25% rouges. Donc voilà, vous voyez en bleu ici, c'est la demi-couronne, c'est l'équivalent de la demi-couronne. Et là, on a travaillé sur tout le reste, tout ce qui est hachure en vert, là. Donc c'est le reste. Donc on a profité des deux, donc la demi-couronne plus, pour reconstituer l'histoire de vie. Alors, pour valider tout ça, on a regardé sur le longitudinal ce qui se passait dans l'eau. Alors vous avez 3 indicateurs, là, ce qui se passe sur les 2 rivières plus les affluents. Vous avez donc l'Adour, qui a une spécificité. Il a la même signature que le gaffe de Pau, donc ça confirme ce qu'on avait sur les demi-couronnes. Mais par contre, quand on descend vers l'aval, il y a une augmentation du baryum dans l'Adour, et qui se distingue très largement du gaffe de Pau. Donc on a cherché à voir si cette caractéristique pouvait nous permettre d'identifier le gaffe de Pau par rapport à l'Adour. Donc je ne vais pas vous citer les spécificités de chaque élément, parce que ça prendrait trop de temps. Bon, voilà ce que ça a donné. On a fait tourner une analyse discriminante et on a obtenu 3 clusters aussi sur ces 25%. Et quand on a regardé, comparé les spécificités avec l'eau, eh bien, on arrive à une seule solution, c'est que le cluster 1, c'est les affluents de l'Adour, le cluster 2, c'est l'Adour, et le cluster 3, c'est le gaffe de Pau. Donc ça veut dire qu'en utilisant les profils, on est capable de discriminer 3 entités différentes. Dans l'Adour, on est capable de discriminer l'axe de l'Adour, des affluents de l'Adour, du gaffe de Pau. Donc si on regarde maintenant en termes de contribution, quand on avait pris que l'origine natale, quand on prenait, on avait à peu près un tiers de chaque. Si on ramène ça aux 25%, eh bien, finalement l'Adour c'est 8 et 8, 16%, donc c'est vraiment plus la rivière majoritaire pour la Grande Alose. C'était suspecté parce que il y avait une dégradation de l'habitat, il n'y avait plus de gravier, ils avaient du mal à compter des bulles sur l'Adour. Là, on a la confirmation, c'est-à-dire que sur près de 200 aloses adultes revenus, on a identifié que la contribution de l'Adour était minoritaire. Par contre, le gaffe d'Oloron a pris le relais et le gaffe d'Oloron, avec le saison, est maintenant une des rivières majoritaires. Donc ça, c'est intéressant parce que la microchimie elle vous permet d'aller sur des choses concrètes pour les gestionnaires. Il faut comprendre pourquoi l'Adour ne marche plus et mettre le paquet sur le gaffe d'Oloron et le saison, parce que c'est là qu'est probablement l'avenir de la Lose, dans le bassin de l'Adour. Donc pour finir, je sais que j'ai été contacté par MRM pour voir si ça pouvait marcher dans votre bassin. Donc j'avais des données un peu dans mes cartons sur la chimie de quelques affluents du Rhône. Donc voici un petit schéma ici. Vous avez donc à gauche c'est le strontium barium, au milieu c'est l'isotopie et à droite c'est le strontium calcium. On voit très clairement qu'il y a les affluents rive droite sont différents des affluents rive gauche du Rhône. Par contre, effectivement, quand on regarde un peu de près, les affluents rive droite, on a des signatures qui sont relativement proches. On risque d'avoir quelques soucis pour différencier. Maintenant, à voir, à voir en réalité. Si on prend l'isotopie, c'est la même chose. Quand vous regardez de près, vous avez 2 entités, les affluents à droite et les affluents à gauche. Donc on retrouve les mêmes résultats avec l'isotopie. Si vous regardez le strontium-calcium, on a à peu près la même chose aussi. Vous voyez, on peut différencier la Durance, mais elle est très proche de l'Ouvèze. Par contre, elle se différencie du Rhône. Et puis vous avez l'Ardèche et la Cèze et le Gardon, on est très proches. Donc voilà, je voulais vous présenter rapidement ces quelques résultats prospectifs pour la Losfent dans le bassin méditerranéen. L'outil, il peut avoir des résultats très puissants, il peut marcher, mais ça ne marche pas partout. Et des fois, on est un peu limite. Mais vous avez vu aussi sur le golfe Gascogne, on s'est heurté à des rapprochements entre la Garonne et l'Adour. Ça veut dire qu'on a des risques de confusion dans ces cas-là. Donc on n'est pas sûr à 100% de ce qu'on va pouvoir produire.
Et je voulais remercier, en conclusion, je voudrais aussi remercier tous les participants. Je sais que le Muséum d'histoire naturelle, et en particulier Eric, a participé à cette étude. Il y a eu de la génétique qui a été faite sur l'alose. Il y a les associations de migrateurs qui ont fourni des aloses. L'IRSTEA était le porteur du projet. Donc c'est un projet qui a été pas porté par un seul labo. C'est un gros projet qui a fait travailler ensemble beaucoup de scientifiques. Et au bout du compte, on a quand même des résultats très très positifs qui permettent d'avancer sur la biologie de l'alose. Je vous remercie.